Bon, bonjour. Je vais vous donner quelques indications pour préparer le prochain cours. On va faire ça chaque semaine. Le chapitre dans lequel vous êtes tombé sans le vouloir, mais depuis 2 semaines, grâce aux ateliers Madame Courtine, s'intitule « L'identité numérique personnelle ». Alors, pour parler de ça ensemble, pour avoir vraiment un thème de discussion, je vous demande de lire 3 articles pour la semaine prochaine. D'abord, un article avec un titre un peu provocateur. « La vie privée serait-elle un problème de vieux con ?» En fait, c'est une analyse sur la gestion désinhibée de l'identité numérique par les digital natives et qui fait une comparaison avec la liberté sexuelle, la révolution sexuelle dans les années 60. De nombreuses pratiques à risque ont été évaluées à cette époque et depuis, elles ont été régulées. Est-ce qu'on n'apporte pas l'identité numérique de la même façon dans les années 2000-2015 ? Puis un autre article que nous aimerions vous faire lire, le guide e-portfolio. C'est donc un manuel qui va vous aider dans le délivrable de ce cours. Et ensuite, un 3e article, c'est un article un peu en marge d'un cours d'informatique, puisqu'il s'agit d'un texte d'un psychologue, du docteur Serge Tisseron. D'ailleurs, Serge Tisseron est un personnage très intéressant. Il a fait sa thèse de médecine à l'aide d'une bande dessinée. Je vous suggère d'aller regarder sur Wikipédia pour vous renseigner sur lui, parce que c'est un personnage original. Et toujours dans le but de préparer le cours de la semaine prochaine, encore 2 choses à faire, 2 vidéos à lire. D'abord, un talk de TEDx que j'ai donné en 2013 sur le e-portfolio, et puis une autre vidéo également qui présente ce que c'est qu'un e-portfolio que vous trouverez sur Cyberlearn. De nos jours, avec la société de l'information et Internet, il est très difficile de ne pas avoir d'identité numérique. La réputation de bon nombre d'entreprises se fait sur Google, mais la nôtre également. Il est donc intéressant de savoir ce que l'on dit de vous sur Google. Est-ce que c'est vrai l'histoire qu'on raconte sur vous sur Google ? C'est bien fort possible, mais vous avez déjà été regarder ce qu'on dit sur vous sur Google ? Absolument pas. Non, c'est une chose intéressante. Vous devriez, parce qu'on s'est aperçu qu'on parle de tout le monde sur Google et souvent on ne maîtrise pas vraiment cette situation. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Tu as déjà été regarder ton nom sur Google ? Oui, une fois. Ouais, qu'est-ce que tu as trouvé ? J'ai trouvé mon Facebook. Voilà. Mon Instagram et mon SoundCloud. Ouais, excellent. Et tu savais qu'on raconte plein de choses sur vous sur Google ? J'imagine. C'est vous qui l'y avez mis ou bien ? Non, je crois que c'est les autres. Ouais. Et ça vous dérange pas ? Écoutez, ça me fait un petit peu peur là maintenant que vous le dites, mais ça me dérangeait pas jusqu'avant. Vous avez appris quelque chose il y a 30 secondes là. Alors. Ouais, j'ai appris un truc. Et puis, vous avez déjà été vous googliser, vous savez ce que ça veut dire, se googliser ? Ouais. Je me suis déjà connecté sur Google et puis donc j'ai pu voir qu'en mettant mon nom et prénom, j'apparaissais sur Facebook. Et tout ce qui était dessus, ça vous allait ? Ah bah non, ça m'allait pas. C'est pas normal qu'on puisse accéder à mon identité, on peut tout voir. Ouais. C'est pas normal. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous avez une idée ? Je pense qu'il faut tout simplement pas créer de compte sur Internet. Tout ce qui est sur Internet, c'est visible par tout le monde. Mais c'est drôlement difficile, hein. Absolument. Combien vous avez créé de comptes sur Internet, vous, depuis que vous utilisez Internet ? Alors Google déjà, je suis sur Google, YouTube, Facebook. Ouais. On peut aller comme ça, à mon avis, jusqu'à 20, ou 30, ou 40. Voilà, vous y exactement. croyez ? Ouais, c'est vrai. Ok. Et déjà tapé votre nom dans Google ? Ouais. Et qu'est-ce que vous avez trouvé ? Que des histoires vraies ? Que du bon ? Moi, j'ai retrouvé sur moi, il n'y a rien sur moi. Il n'y a rien sur vous. Non. Donc c'est très bien. Ouais. Et vous, vraiment rien ? Non, il n'y a vraiment rien parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont mon nom, je crois. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'identité numérique ? Non. Et vous ? En fait, c'est chaque fois qu'on fait quelque chose sur Internet, on laisse des traces. Ouais. Vous avez ouvert combien de comptes sur Internet, par exemple ? Plein de trucs, il y a Facebook, Instagram. Et donc, quand vous tapez votre nom sur Google, ces traces que vous avez laissées sur Facebook et Instagram, ça sort pas. Ah, il n'y a rien. Vous êtes presque des On exceptions. avait regardé ensemble. Ouais. Il n'y a rien du tout. Non ? Aucune photo de vous. Bah moi j'ai essayé de les bloquer mais D'accord. Et donc la gestion de votre identité numérique, c'est quelque chose qui vous fait réfléchir tous les jours ou bien qui vous laisse tranquille ? Ça me laisse tranquille ce soir, je vais y réfléchir à cause de vous. Mais... à cause de moi. Donc ça vous concerne l'identité numérique ? Oui, je crois non. Bah oui, forcément. Vous avez une idée comment on peut la maîtriser, comment on peut la gérer ? Non.
Alors, une des méthodes, c'est d'écrire soi-même des choses sur Internet. Et donc, à ce moment-là, si vous avez écrit vous-même des choses, c'est ce qui paraît en premier quand vous mettez votre nom. Ok, genre sur Wikipédia. Alors, Wikipédia, genre, ça c'est déjà sur... eux-mêmes sur... Ouais. Mais aussi, vous pouvez écrire un blog, ou faire des commentaires, ou écrire un article. Okay. D'accord? Très bien. C'est quoi ta marque préférée? Ma marque préférée, je dirais Vans. Vans? Oui. C'est quoi comme marque? C'est une espèce de marque de chaussures. Ouais. Marque de chaussures. Puis qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui fait que c'est ta marque préférée? C'est juste comment on peut dire ça? La forme en fait. Visuellement c'est très plaisant. D'accord. Et puis si on disait que toi tu pourrais être une marque, c'est quoi ton prénom? Samuel. Samuel. Ouais. Et comment est-ce que tu utiliserais Samuel comme prénom de marque ou est-ce que tu changerais? Oh, je dirais Samuels. Samuels. Ouais. Tu as travaillé. Et puis qu'est-ce que tu mettrais derrière cette marque? Comment tu ferais pour que ça soit très connu? Peut-être la chose préférée des jeunes de nos jours. Avec le nom, par exemple, je sais pas. Vous achèteriez la marque Samuels? Oui. Oui, pourquoi? Parce que voilà quoi, c'est un ami. C'est un ami. C'est un ami. Ah oui. D'accord. Donc en fait on fait un cours sur le personal branding, c'est-à-dire l'exploitation de sa propre marque. On part du principe qu'il n'y a pas que les entreprises qui ont des marques, mais aussi les gens sont eux-mêmes une marque. Donc dans les interviews qu'on a fait tout à l'heure, on a parlé de la marque personnelle ou du personal branding. C'est un bon outil pour gérer son identité numérique. Le personal branding, c'est en quelque sorte comme pour une entreprise, gérer sa marque personnelle en donnant des indications un petit peu marketing. Quelle est votre singularité personnelle? Quelle est votre vision à 5 ou 10 ans? Quelle est votre valeur ajoutée? Quelles sont vos références? Et quelle est la cible? Quels sont les gens que vous avez envie de rencontrer? Donc la gestion du personal branding, comme le e-portfolio, sont deux outils pour bien gérer son identité numérique. Un outil très performant pour gérer sa marque personnelle est donc le e-portfolio. Le e-portfolio est plus qu'un outil, c'est aussi une démarche, c'est presque une méthodologie. Et donc vous l'avez compris, un des délivrables de ce cours sera votre e-portfolio. Alors la question qu'on peut déjà se poser, c'est à quoi sert un e-portfolio? Un e-portfolio, ça sert par exemple à trouver un emploi, ça sert à gérer sa formation, également sa documentation. Ça sert aussi, si on dépasse simplement la publication, mais qu'on prend en compte la réflexion sur soi-même, ça sert à apprendre à mieux se connaître, ça sert à développer sa confiance en soi, ça sert à développer ou à étudier ses propres compétences ou bien ses qualités. En quelque sorte, le e-portfolio, ça sert à vous développer et peut-être même à rejoindre une communauté. Vous l'avez compris, nous avons décidé de jouer la solidarité pédagogique. Vous l'avez capté, nous avons décidé d'être égalitaires. Ce ne sont plus seulement les professeurs qui préparent le cours. On ne va pas être tout le temps les seuls à bosser. Mais maintenant, les étudiants aussi vont préparer les cours. Ça va être votre tour et ça va devoir cravacher sec. On se retrouve à la semaine prochaine pour tester la chose. À la semaine prochaine, vous avez intérêt à être tous là. Une affaire de vieux con. En fait, arrête, ça va pas. Google, par exemple. Non, ça va pas. Tu pourras couper au montage. N'hésitez pas à aller voir sur Wikipédia la définition de ce mot. Et on se verra de toute manière la prochaine fois. Faut enlever ça. Un ami qui veut absolument se faire interviewer, bonjour. Bonjour. Ah mais les questions que vous m'avez posées à l'autre quoi. Vous avez déjà été regardé si on parlait de vous sur Google? Non. Non. Jamais. Eh ben voilà. Mais si on parle de moi sur Google. Ah ouais, qu'est-ce qu'on y dit? Je sais pas. Parce qu'en fait, ça fait longtemps que je suis un artiste. Je suis un grand MC. Ouais. C'est quoi MC? MC, ça veut dire quoi? Master of Celebration. Ah. C'est-à-dire que moi, dès qu'il y a une fête, j'arrive, je prends le micro et je fous Et vous mettez l'ambiance. Je mets l'ambiance au plus haut, quoi. C'est bien. Mes mots, ouais. Toujours son peace and love. Ouais. Moi, simplement, je retranscris ce que je vois par mes mots. D'accord, d'accord. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. De rien. Bonsoir.
Je pense qu'après ces interviews dans la rue, après les présentations que Mme Courtine vous a fait lors du dernier cours, vous êtes maintenant prêt à rentrer dans le travail, prêt à maîtriser votre identité numérique. Donc on va, la semaine prochaine, commencer à faire le travail réellement, à développer le e-portfolio. Le leitmotiv, c'est très clair, que si on arrive à gérer son identité, eh bien, c'est exactement pouvoir choisir sa vie. Et chaque fois qu'il y a une contrainte, que ce soit l'invention de la carte d'identité qui a été inventée au XVIIe siècle par le préfet de Paris pour ficher les va-nu-pieds, hein, donc à l'époque, les gens connus, ils n'avaient pas besoin d'être identifiés. Par contre, on a inventé la carte d'identité pour pouvoir gérer les gens qui étaient un peu dérangeants. Et chaque fois qu'on a inventé quelque chose de nouveau, une technologie nouvelle, chaque fois qu'on a mis des nouvelles contraintes, on a limité le choix de vie des gens. Et aujourd'hui, la perte de contrôle de son identité numérique, c'est une perte de choix. Comme d'habitude, on va vous donner quelques lectures à lire et quelques vidéos à visionner pour préparer le cours. Alors d'abord une première lecture sur un site assez sympathique qui s'intitule « 10 règles pour gérer son identité numérique ». Et puis une petite vidéo sympathique à visionner que j'ai intitulée « Une histoire belge ». C'est amusant, c'est comique, mais c'est quand même, il y a quelque chose derrière. Alors profitez-en et puis on en discute la semaine prochaine. Alors, une petite partie théorique, puisqu'on parle beaucoup d'identité, il serait peut-être bien quand même une fois de définir ce terme. Alors voilà une définition, l'entité, enfin l'identité ça vient de entité, qui est une personne ou un groupe, et l'identité c'est toutes les informations sur une entité. Alors, ce qui nous intéresse en ce moment, on travaillera après sur l'identité des entreprises, c'est l'identité individuelle. L'identité individuelle, c'est ce que je suis, ce que j'aime, ce que je dis de moi et ce que les autres disent de moi. Donc on voit que dans l'identité, il y a la notion de réputation. Aujourd'hui, dans le monde analogique, mes papiers, ma carte d'identité, mon passeport me permettent de séparer mon identité de mon usage. C'est-à-dire que je peux utiliser un passeport pour prouver mes caractéristiques, que j'ai 18 ans pour acheter de l'alcool, que j'ai mon permis de conduire, etc., etc. Lorsqu'on est sur le web, c'est un petit peu plus compliqué. Alors voilà un dessin que j'ai repris d'une référence de Raphaël Lieffer. Vous trouverez ces références sur le site Cyberlearn. Donc vous voyez, il y a deux axes. Il y a d'abord un axe qui sépare la partie activité, donc professionnelle, de la partie loisir. Et il y a un autre axe, l'axe vertical, là, qui sépare la vie privée de la vie publique. Alors, au centre, il y a vous. Hein, et puis, si vous voulez, c'est, par exemple, l'élément central de votre portfolio. C'est ce que vous dites. Et puis, par exemple, ici, dans la partie privée, il y a vos hobbies, peut-être, par exemple, votre vie virtuelle. La semaine passée, on avait expliqué que sur Facebook, parfois, on rencontrait des gens qui avaient une vie un petit peu trop rose. Alors, c'est là où on va s'inventer une vie. Alors que dans la partie publique, eh bien, il y a ma vie professionnelle. Alors, vous remarquez qu'on a commencé à mettre en vert des réseaux sociaux. Facebook, Twitter, LinkedIn. Et on va en fait utiliser les réseaux sociaux par rapport à des caractéristiques pour construire petit à petit une identité avec des éléments comme un puzzle. Alors dans le cours de la semaine prochaine, et qu'on va préparer maintenant, en particulier aussi avec Tiffany, qui est une spécialiste des réseaux sociaux, on va essayer de construire cette identité et de regarder ces quelques éléments. Voilà, je me suis déplacé auprès d'un arbre parce que j'avais envie de cette métaphore de créer son identité numérique, c'est un petit peu comme cultiver son identité numérique. Alors je vais citer d'abord Olivier Zara. Olivier Zara, c'est un social média stratégiste, et lui il dit que cultiver son identité numérique, c'est comme planter un arbre où il y a un tronc et des branches. Le tronc, ça va être l'élément consolidateur, par exemple un blog ou par exemple votre e-portfolio. Et les branches, ça sera les liens avec les réseaux, par exemple votre profil sur Twitter, votre profil sur Facebook ou votre profil sur LinkedIn. Et puis ces branches, elles ont deux effets. Elles servent de caisse de résonance à ce que vous avez mis dans le blog, mais elles servent aussi à alimenter le blog. Et donc, de cette façon-là, vous avez une belle image de ce que ça signifie votre existence numérique sur Internet et sur les réseaux. On va parler tout à l'heure avec Tiffany, justement, de l'existence sur les réseaux et en particulier l'impact sur votre vie professionnelle.
La deuxième personne que j'aimerais citer, c'est Faïda Brahimi, qui dit que pour exister sur le web, on ne peut pas décréter ça un matin. Il faut des éléments. D'abord, il faut un détonateur. Habituellement, c'est un peu facile lorsque vous avez dans votre vie envie de changer. Alors, par exemple, vous, ça tombe assez bien parce qu'à la fin de l'année, vous allez avoir votre diplôme et donc vous allez peut-être passer de la vie d'étudiant à la vie de professionnel. C'est quand même un changement assez important dans votre vie. Mais ça ne suffit pas d'avoir envie de changer, il faut encore un moteur. Et le moteur, dans ce genre d'action, il va être constitué de votre rêve, ou si vous voulez bien de votre besoin vital. En fait, il va falloir que vous cherchiez dans vous-même ce qui vous motive, ce qui vous intéresse. Et puis, une fois qu'on a le détonateur, qu'on a le moteur, eh bien, on va avoir besoin d'énergie. Et l'énergie, ça va être deux choses. Les compétences, nous allons travailler sur les compétences que vous avez acquises, qui font partie de la méthode e-portfolio. Et puis également les ressources que vous avez, les ressources que vous pouvez mettre à disposition. Et finalement, tout ça va se déclencher dans un espace, dans un environnement qui, dans le monde numérique, est représenté par les réseaux. Et puis, dernière petite stimulation dans ce sens, vous allez devenir de cette façon-là, si possible, un netizen ou un citoyen du net. Et pour devenir un citoyen du net, il y a deux étapes. La première, c'est de commencer à créer un compte, c'est commencer à exister. Et puis la deuxième, c'est ce qu'on vous fait faire par exemple dans le cours Wikinomie, c'est participer en créant et en participant, en alimentant des groupes. Et ça, c'est un concept qui est intéressant parce que vous devenez partie intégrante. Non seulement vous développez votre identité numérique, mais vous devenez partie intégrante de cette communauté de ce qu'on appelle les citoyens de l'Internet. Bien, alors voyez, maintenant on a un peu changé le look, on la joue BFM TV, il y a une présentatrice et il y a un présentateur. Nous allons parler des réseaux sociaux et les trois réseaux sociaux principaux, c'est LinkedIn, Facebook et Twitter. Alors déjà, on va dire que tu es la spécialiste des réseaux sociaux, en fait c'est presque vrai, hein. C'est même vrai. Hein. Alors comment on différencie ces trois réseaux par rapport à son usage pour la recherche d'emploi? Alors, je pense d'abord que LinkedIn c'est peut-être le réseau des trois, c'est le réseau le plus professionnel, dans le sens où c'est vraiment l'image professionnelle qu'on veut se donner en ligne. On va mettre notre parcours, on va mettre une photo si possible assez pro, enfin pas forcément en maillot de bain sur la plage, mais voilà, où on va pouvoir mettre en avant notre parcours professionnel un peu plus précisément, enfin un peu plus détaillé par rapport à un CV banal, je dirais. Tout ce qu'on met sur LinkedIn, c'est nous qui le mettons? Oui, mais on peut effectivement du coup faire des liens avec d'autres personnes de notre monde professionnel, donc des collègues, etc., qui peuvent eux-mêmes dire « Ah bah j'ai partagé une expérience professionnelle avec toi, etc. » ou un projet qu'on a créé ensemble, etc. D'accord. Alors ça c'est pour LinkedIn. On est d'accord que quand on finit des études à la Haute École de Gestion, c'est pas mal de créer son profil LinkedIn et ça va être lié avec votre portfolio, ça me paraît être un bon point. Ensuite, parlons de Facebook. Facebook, voilà, il faut prendre des précautions. Je pense qu'on peut utiliser Facebook pour un niveau professionnel, en sachant délimiter ce qu'on veut mettre en avant ou pas, enfin voilà, vraiment savoir délimiter Facebook. Est-ce qu'on peut rendre son profil Facebook plus pro? Oui, on peut mettre une photo un peu plus pro, on peut mettre des informations qui sont en lien avec notre domaine d'activité, mettre en avant des projets professionnels sur Facebook, pourquoi pas? Il y a quand même certains liens professionnels sur Facebook qui peuvent se faire. La difficulté principale, c'est qu'on a envie d'utiliser Facebook pour sa vie privée, et puis maintenant, il faut faire le lien avec la vie professionnelle. Alors comment on fait ça? Si vraiment on n'arrive vraiment pas à le faire, ok, alors on se dit que Facebook c'est que personnel, et imaginons LinkedIn c'est que professionnel. Après on peut très bien utiliser Facebook d'un point de vue personnel, en créant des groupes, et accepter peut-être des personnes du monde professionnel, et du coup limiter peut-être nos posts. Voilà. Alors on part du principe que vous, les étudiants, vous êtes des spécialistes là-dedans, et puis ce sujet qu'on a initié maintenant ensemble, on va en discuter ensemble le prochain cours, comment rendre son profil Facebook plus professionnel. Alors si vous avez vous-même des idées, c'est une belle idée. Et puis, Twitter. Alors Twitter, c'est entre deux aussi. Je pense qu'on peut utiliser Twitter de manière professionnelle, donc vraiment avoir une photo plus professionnelle, aussi bien comme celle de LinkedIn, ok, pas forcément obligatoire,
Mais là, ça va vraiment être un autre rapport avec le monde professionnel dans lequel on est. On va suivre peut-être des experts du domaine, on va partager des articles qui sont liés à notre domaine professionnel, etc. C'est vraiment plus un réseau un peu moins, c'est un réseau un peu moins officiel, si j'ose dire. Oui. Alors maintenant, si on va plus loin, qu'est-ce qui se passe avec les recruteurs? Finalement, lorsque vous postulez à un poste, lorsque vous allez appliquer, lorsque vous allez envoyer votre CV, vous allez envoyer votre portfolio, les recruteurs, est-ce qu'ils vont aller sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils ne vont pas aller sur les réseaux sociaux? Selon une étude qui a été faite en juillet 2014, donc l'année passée, on a quand même 75% des DRH qui disent visiter les profils en ligne des différents candidats. Ouais. Donc, est-ce qu'il faut prendre ça en compte? Je pense que oui. Aujourd'hui, pas tous les employeurs le font, mais à mon avis, une grande partie. Alors là, on est vraiment dans une période de transition. Je pense que c'est un des sujets qu'on va aborder ensemble la semaine prochaine. On est dans une période de transition. Vous avez encore beaucoup de recruteurs qui sont très traditionnels, qui par exemple même vous demandent d'envoyer votre dossier par la poste, dans une enveloppe avec un timbre. Et puis vous avez d'autres recruteurs qui vont vous demander d'envoyer tout ça de façon électronique. Et puis qui vont vite, rapidement chercher à vous googliser. Alors voilà, un des thèmes aussi pour la discussion pour la prochaine fois. Merci beaucoup pour cette première introduction. Alors maintenant c'est moi la journaliste et j'interroge Jean-David, le spécialiste de la photo, mais finalement le caméraman qui passe devant la caméra. On va parler un peu de la photo sur les réseaux sociaux. Toi, j'imagine que tu as un profil LinkedIn. Absolument. Est-ce que tu as mis une photo ou pas? Parce que finalement, sur les CV, on a toujours le débat, est-ce que je mets une photo, je mets pas de photo? Sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, comment ça se passe? Alors, à mon avis, la photo est nécessaire sur un profil, ou au moins très importante. Ok, pourquoi? Alors, d'une part, pour l'identification du profil, vous êtes à une conférence, quelqu'un veut vous identifier, n'a que votre nom, c'est plus dur que s'il a une photo directement qui vous représente clairement et il peut vous chercher dans la foule ou à la machine à café. D'accord. D'autre part, le profil est plus attractif. Un profil sans photo fait un peu peur, on a l'impression qu'il sera vide. La première chose qu'on voit est la photo. Et enfin, c'est une possibilité de donner une bonne image de soi. La photo permet de donner une allure sérieuse et professionnelle. On arrive au bout de cette petite vidéo de préparation de cours. On vous attend donc tous la semaine prochaine. Comme je le disait Madame Courtine, soyez bien présents. Et à la semaine prochaine. Et merci à Tiffany. Et merci à Jean-David, il est derrière la caméra maintenant, de m'avoir aidé à préparer cette vidéo de présentation de cours.